Coconut Podcast sur la route, édition 2022, avec votre animateur Alain Jou. Partons à la découverte des régions du Québec, propulsées par les croisières MVP. Mesdames, Messieurs, bonjour, Koué. Écoutez, en cette tournée estivale, eh bien, nous nous retrouvons actuellement dans le West Island, l'ouest de l'île de Montréal, et plus précisément à Pointe-Claire, messieurs, dames. Alors aujourd'hui, nous réitérons avec un invité de marque, je vous dirais. Il est considéré comme un petit-fils de la localité, oui, du West Island, je vous dirais, ce beau coin de pays. D'une famille fortement connue dans la région, c'est avec une immense joie, messieurs, dames, que nous recevons dans un premier temps le député de la circonscription de Jacques-Cartier, mais également porte-parole de l'opposition en matière, oui, messieurs, dames, dans un premier temps des affaires autochtones. Il suit un peu les traces du paternel. Et également, il est porte-parole, oui, en matière de cybersécurité et de numérique. Messieurs, dames, c'est avec honneur et respect, comme on dit en créole, que nous recevons à Coconut Podcast celui qui a uni sa destinée à cette grande dame du Québec, Marois Risky. Accueillons à Coconut Podcast sur la route, je dis bien, Greg Kelly, messieurs, dames. Hey, merci tout le monde. C'était toute une introduction. Mais c'est vraiment un plaisir d'être avec vous autres aujourd'hui. Oui. Et bienvenue à, oui, le comté de Jacques-Cartier, mais oui, dans le West Island de Montréal. Bon, ben, on te sent super, plein d'énergie. Oui, oui. Vraiment, le sourire estival est avec toi. Greg, la question qu'on pose à tous nos invités, comment ça va? Ça va très bien. Honnêtement, c'est sûr qu'on est en mode de l'été, là, le festival et la saison, où tout le monde est en mode de vacances, tout le monde est de bonne humeur. Alors moi, ça va très, très bien. J'ai plein de raisons que ça va bien. Ouais. Marois était enceinte. Ça va très bien. Il reste seulement trois mois avant la date, le due date, comme on dit en anglais. Alors ça va rapidement. Mais honnêtement, ça va bien. Et c'est sûr qu'on a une élection qui arrive tantôt. Alors moi, j'ai beaucoup d'énergie. Je suis prêt à aller parler avec mes citoyennes puis d'être sur le terrain. Mais je dis aussi que c'est une période pour nous comme des élus. On a vraiment finalement la chance, l'opportunité de prendre pas une pause nécessairement de travail, mais d'être dans nos comtés. Ouais, parce que pendant la routine parlementaire, pendant la session parlementaire, des fois, on est à Québec lundi à vendredi et on manque des choses qui sont... Vous êtes des législateurs exactement, aussi. On manque des fois des activités dans nos comtés sur mardi soir ou mercredi soir. Alors, on a l'opportunité de vraiment être plus présent sur le terrain et de jaser avec du monde. Et ça, c'est comment moi, comme un élu, je suis capable de mieux faire mon travail. C'est de jaser avec du monde. On dit, c'est quoi vos priorités? Alors, ça, c'est pourquoi ça va bien pour l'instant. Et aussi, quand même, si c'est humide puis c'est chaud, le météo, là, on était chanceux. On a l'hiver qui s'en vient dans pas long, les périodes plus froides. On a discuté avec les membres de ton équipe et on sait que la session parlementaire s'est terminée il n'y a pas si longtemps. Là. On te croisait à Québec lorsqu'on allait recevoir notre prix pour un Québec sans racisme. Et félicitations pour ça. Oui, merci. Et depuis la fin de la session parlementaire, selon ce qu'on a appris, tu es sur le terrain comme pas possible, les petites fêtes de quartier, tu te promènes, tu fais campagne électorale, mais comme on dit, à la cool, tu rencontres les gens en venant, se préparant pour l'entrevue, les citoyens s'arrêtaient autour de toi pour te jaser. Grégory, est-ce que tu es surpris de ça ou ça va de soi que les citoyens s'arrêtent sans même que tu aies à leur donner des pamphlets pour faire campagne électorale? Là? On t'écoute? Ça fait du bien parce que pendant la pandémie, ça arrivait un petit peu moins.
une raison, c'est à cause, oui, des mesures sanitaires. Des gens étaient supposés de garder un petit peu de distance, mais aussi avec les masques. Et juste le fait des gens n'étaient pas aussi présents sur le terrain. Alors maintenant, c'est comme un petit peu le retour avant la pandémie où moi, je vois des citoyennes un petit peu partout sur le terrain. Et oui, les gens m'arrêtent pour jaser. Mais je peux dire, pour une bonne période, les gens étaient juste un petit peu moins à l'aise. Ils ont gardé une distance, mais aussi, comme l'activité, la Fête du Canada, la Fête nationale. Ça fait 2 ans qu'on a pris une pause à cause des mesures sanitaires et d'être prudent. Alors, d'avoir l'occasion d'être présent pour ces types d'activités. Puis, il y a des centaines de personnes qui sont là, qui arrêtent de jaser, qui arrêtent de prendre le temps pour me parler. Ça fait du bien. Parce que, comme je dis, après 2 ans, c'était pas mal difficile pour une députée de demeurer très connectée avec les citoyennes parce que cette rencontre par hasard n'a pas arrivé aussi souvent qu'avant la pandémie. Alors, ça fait du bien. Ben, c'est la question qu'on posait, tu nous as devancé. En ces temps de pandémie, comment tu avais vécu ça sur le plan professionnel? Tu nous as répondu. Sur le plan personnel, bon, on sait que tu t'es marié. Écoute, vous êtes un couple glamour au Québec. Tous les grands médias en parlaient. Ça, même nous autres, comme citoyens, on était contents de voir ça parce que vous êtes 2 personnalités qu'on sent qui sont fort appréciées par les citoyennes et citoyens. Écoute, tu as remporté ton élection en 2018 avec quoi 70% et plus là, du suffrage exprimé. On va dire que, bon, on comprend un peu là, véritablement l'appréciation de tes commettants, commettantes. Juste une petite question. Tu vas avoir un enfant bientôt. Sur le plan personnel, ton premier enfant, comment tu te sens là pour les 15 secondes? Là, on te pose cette question. Ah ouais, non, vite, vite. Ben, Nouvellement papa dans quelques mois. oui, exactement. Ben, oui, la pandémie pour moi, mes citoyennes n'était pas facile. Tout le monde était frappé. C'est sûr que certaines mesures qui étaient mises en place étaient difficiles pour les familles. Nous avons entendu au bureau de comté des histoires des gens en école secondaire, des enfants, des élèves, qui ont eu beaucoup de difficultés quand ils n'étaient pas capables de jouer leur sport, jouer avec leurs amis. Alors, nous avons travaillé très, très fort. On a lancé une comité des jeunes dans notre comté, pas partisane, pour essayer de jaser les priorités des jeunes dans notre comté. Puis, on a rencontré les CIUS pendant la pandémie. Le PDG était gentil de participer dans une rencontre de Zoom avec les jeunes pour discuter de leurs priorités qui étaient la santé mentale. Alors, c'est juste un exemple. Je peux parler des aînés aussi qui étaient isolés. J'ai lancé une comité même style avec des aînés. Alors, j'ai fait mon mieux possible de garder des liens avec les citoyens, une cohésion pour passer une période très, très dure. Et je sais que mes citoyens ont sacrifié beaucoup pour le bien-être de tout le monde. Et je dis merci à eux autres. Et en tant que futur papa? Et en tant que futur papa, de mettre ça sur le côté, une histoire de l'amour. C'est sûr, quand la pandémie a commencé, j'ai jamais pensé que quand ça termine, je vais être marié avec un enfant dans les prochains mois. Mais c'est sûr, avec un enfant qui arrive, ça change beaucoup. Puis je commence à te poser plus des questions sur l'avenir. C'est comme... Bien, une chose, c'est juste une réalité. Marois et moi sont des élus. Comment ça va fonctionner, 2 élus? Si on est chanceux d'être réélus par nos citoyens. Bien sûr, bien sûr. Comment ça va fonctionner notre vie à l'Assemblée nationale? Et ça va être un travail d'équipe. Pas juste avec Marois, mais c'est sûr, on est chanceux que l'Assemblée nationale, il y a une place maintenant, une petite halte garderie qui est une bonne chose pour tous les élus. Ça encourage des jeunes qui souhaitaient vraiment rentrer dans la politique, qu'on peut avoir des enfants, puis oui, être un élu. Conciliation, travail, famille. Mais c'est sûr maintenant que je pose la question que comment ça va fonctionner. Oui, mon père était un député, alors j'ai vécu ça comme un fils. Mais en même temps, je sais que ça va être un travail énorme, mais en même temps, je sais qu'on est prêts, Marois puis moi, on s'entend très bien. Et on va juste prendre ça une journée à la fois. Superbe. Écoute, tu es un communicateur né, tu devances. Là, moi, c'est rare, je trouve des invités qui voient déjà poindre les questions, peut-être sur mon bout de langue. Mais il y a quelque chose d'intéressant parce que tu as... Et on va apprendre à te connaître. C'est la seconde partie qu'on rentre dedans avant le plat principal, les sujets chauds. Tu es un petit-fils, comme je disais, de l'ouest de l'île. Oui. Tu es né à...
Ben, je viens Ah, de Beaconsfield, Beaconsfield, ok, né c'est au ça, mais- centre-ville, mais Ouais, oui. ouais, ok, J'ai ok. grandi à Beaconsfield. Tu as grandi à Beaconsfield, Oui, oui. excellent. Et là, tu es le fils de deux personnalités, elle-même, Madame Judith Kelly, Oui. qui est dans le milieu de l'enseignement. Lester B. Person a été acclamée, imaginez-vous, comme présidente du school board, qu'on Oui, dirait, oui, du centre de service Absolument. scolaire, ou c'est encore comme C'est une commission scolaire. C'est une commission scolaire. Oui. Ils n'ont pas été dans l'abolition des commissions scolaires. Excellent. Oui. Et tu as papa, Jeffrey Kelly, qui a été lui-même député depuis 1994. Quand ils ont su que tu allais devenir, donc il était député de Jacques-Cartier, là, c'est ça? Mhm. Quand ils ont su que tu allais devenir papa, est-ce qu'ils t'ont prodigué certains conseils? Est-ce que c'est la première personne que tu as été voir? Dad, I'm about to become a father. Any advice? C'est comme, comment ça s'est orchestré? Maman, hein? Ah ben, attache ta tuque, là. C'est toi qui vas faire la popote, ou tu sais. Comment ça s'est... Quels ont été leurs conseils? On t'écoute. Ben, c'est sûr que mes deux parents sont toujours là pour me donner des conseils, oui, dans l'espace politique, mais dans la vie personnelle aussi. OK. Puis pour l'instant, ben, première chose, moi j'ai 4 sœurs. Hein? Alors, mes parents ont vécu comme une vie politique avec beaucoup des enfants. Yes. OK. Alors, on n'a pas reçu des conseils encore spécifiques à, ben, voici qu'est-ce que vous devrez faire. OK. Mais au minimum, il dit, c'est possible. Je sais que c'est possible parce que mon père l'a fait. C'est sûr que nous, on était un petit peu plus vieux que mon père a lancé en politique, mais quand même, mon père était un député pendant le dernier référendum. Alors, j'étais 10 ans. Alors, j'étais quand même jeune. Et mes deux sœurs, qui sont plus jeunes que moi, étaient en école primaire et tout ça. Alors, mes parents ont vécu une vie politique avec une famille. Est-ce que tu auras le courage de tes parents, avec Madame Risky, d'en faire 4? Est-ce que vous comptez, voilà, on vous écoute? On va commencer avec une, puis après ça, on verra. C'est sûr qu'on discute d'avoir plus que juste une bébé, mais on va juste être gâtés avec un enfant en santé. On commence avec ça. Superbe. Et là, maintenant, c'est incroyable, hein, vraiment. Moi, je te vois comme Thomas Mulcair par la suite, dans 30 ans, là, une carrière dans les médias. Tu sais, après ta carrière politique, on te voit au Club des ex. Ouais. Mais dans 30 ans. Dans hein, 30 une ans. longue Oh, carrière oui, longue comme carrière. papa. Très rapidement, Greg, aujourd'hui, tu es député de Jacques-Cartier. On s'en va en élection dans 3 mois, là, presque. Hein. Quel a été ton bilan? Quel est ton bilan? Ce qui nous amène également à voir qu'est-ce que tu proposes pour les 4 prochaines années. Parce que, franchement, tu es député d'une des circonscriptions très nanties du Québec, du moins de la région métropolitaine de Montréal. On arrive, on se demande qu'est-ce qu'il y a de plus à faire, car c'est plus que bucolique. Messieurs, dames, on invite toutes les Québécoises et tous les Québécois à vraiment planifier des vacances dans l'ouest de l'île de Montréal, le West Island. Ça va être des vacances vraiment, vous croirez, sur la côte est américaine, Portsmouth, dans la Nouvelle-Angleterre. Ça dépayse un peu, messieurs, dames, tout en étant au Québec. Oui, oui, Greg. Alors, quel est ton bilan, le travail que tu as fait, tes commettantes t'écoutent, mais également, quel est ton plan avec le Parti libéral pour reconquérir le pouvoir et assurer au Québec une croissance et un développement comme vous avez toujours été là au Parti libéral pour assurer le Québec d'une croissance certaine. On t'écoute. Ben, pour le bilan, une chose que j'ai pris l'engagement envers mes électeurs dans la dernière campagne, c'était de toujours rester une députée de terrain et d'être présent pour eux autres. Puis je crois que dans une période qui était très difficile avec la pandémie et tout ça, on a vraiment fait notre mieux possible d'être là pour nos citoyennes.
Et comme j'ai déjà mentionné, c'est pourquoi j'ai lancé une comité des jeunes, une comité des aînés. J'ai fait des Pints in Politics pendant la pandémie de prendre faire un Facebook Live pour répondre à des questions à des gens pendant la pandémie sur tous les enjeux. J'essaie d'être présent à toutes les activités communautaires possibles dans mon comté. Alors sur ça, c'était quelque chose que j'ai offert à mes citoyens. Et tu as veillé au grain aussi durant la crise dans les CHSLD. Exactement. Madame Rivski nous en avait parlé. Tu étais très présent sur ce dossier-là. On a fait notre mieux possible et quand même avec tous les règlements qui ont changé, avec raison, la situation a toujours été en évolution constante. On a fait notre mieux possible de répondre à des questions à des entrepreneurs, à des citoyennes. Et des fois, on n'a pas toujours eu les réponses. Mais on a fait notre possible de guider des gens vers des réponses, de communiquer leurs préoccupations envers notre CIUS ou quand même avec le gouvernement. Alors, je pense que c'était un travail qui était très, très important. Puis aussi, on a fait notre mieux possible de partager le message du gouvernement à tous nos citoyennes et de ne pas être trop partisan non plus. Parce que c'était une période où des gens étaient comme, j'ai besoin de l'information. Et des fois, oui, des points presse étaient plus en français qu'en anglais. Puis oui, je viens d'un comté, il y a plus des anglophones, des aînés qui sont des anglophones, des fois unilingues. Alors, c'était important pour eux autres d'avoir de confiance envers une source qui était neutre pour avoir le bilan de la situation. Et c'est sûr qu'il y a des autres dossiers que je veux travailler là-dessus. Il y a eu des investissements dans le comté, dans les écoles primaires, les écoles secondaires. C'est pas juste nous qui a fait ça, mais c'est sûr des parents ont dit, ben Greg, on va prendre un agrandissement de l'école francophone. Est-ce qu'on peut... On travaille, c'est sûr, avec le bureau, avec le centre scolaire et tout ça. Mais il y a beaucoup de travail à faire, c'est sûr. En matière législative, oui. Tu as beaucoup positions, tu es sorti dans les grands médias parce que ça touchait carrément la communauté anglophone de Montréal en ce qui a trait au projet de loi 96. Alors là, faisons un petit retour. Il faut savoir que Greg Kelly, il a fait ses études à John Abbott en anglais, cégep du coin de l'ouest de l'île, n'est-ce pas? Également, tu vas aller à McGill, tu vas être diplômé de McGill. Et pour terminer, tu vas aller faire même une maîtrise à Queen's University. Alors là, Greg, toute sa scolarité, entre autres, tu es très bilingue, mais tu as rédigé davantage tes textes, tes essais, vous dites, en anglais. Aujourd'hui, de voir que le gouvernement en place, avec le projet de loi 96, resserre la vis en ce qui a trait au français, pour que le français soit toujours bien vivant. 3 cours obligatoires au cégep à partir de 2023-2024 pour tous les étudiants d'expression de langue anglaise. On veut plafonner le nombre d'étudiants admissibles dans le réseau anglophone collégial aux alentours de 30 000. Dans les entreprises privées, également, on resserre la vis, 25 employés, les nouveaux arrivants. Toutes les communications seront faites uniquement en français. Greg Kelly, est-ce que tu sens qu'il y a un assaut sur la minorité anglophone du Québec, sachant que l'anglais est langue officielle du pays qui s'appelle le Canada? Alors on aimerait t'entendre, puisque ça te touche carrément. Quelle est ta lecture avec tout en incluant celle du Parti libéral, sachant qu'il y a eu tergiversation, est-ce qu'on y va avec les propositions du gouvernement, on recule, finalement on te laisserait clarifier le tout pour nous. Alors la question est la suivante, Greg Kelly, le projet de loi 96, la position de notre député de Jacques Cartier et celle du Parti libéral. On t'écoute. Mais moi, je veux commencer avec un projet de loi que moi, j'ai déposé. Le 590, qui était une modification à la Charte de la langue française pour rendre les cours de français gratuits à tout le monde sur le territoire du Québec. À n'importe quel moment dans votre vie. Francophone, allophone, anglophone, autochtone. Si vous voulez aller à une cégep pour prendre des cours en français, c'est gratuit. Parce que moi, je crois dans la formation. Et je crois aussi que ça, c'est où les gens on vraiment trouve un terrain d'entente, c'est-à-dire tout le monde qui n'est pas nécessairement complètement, parfaitement bilingue, et moi, je ne suis toujours pas parfaitement bilingue, je ne suis pas rendu là. Ça passe par l'éducation et la formation. Alors, si on doit changer des choses à niveau primaire, secondaire, cégep, je pense que la communauté de l'expression anglaise est prête à avoir une discussion là-dessus, de dire comment
on peut améliorer notre français. Tout le monde est là. Alors moi, je vais continuer de lutter pour ça. Et il y a des éléments de ça dans le projet de loi 96, mais je vais toujours continuer de lutter que les gens sont capables d'aller prendre des cours en français, puis c'est gratuit. OK. Parce Ça, que c'est c'est super. pas... Et on a vu ça un petit peu avec le débat autour de la 96, des nouveaux arrivants qui doivent communiquer avec le gouvernement en français après 6 mois. Puis quand même, il y en a dessus qui sortent et disent, Ça si prend, quelqu'un ouais. a quand même juste une base de français, c'est impossible. 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 Donc, on fait des citoyens de seconde zone, là. Exactement. Et c'est très difficile. C'est difficile pour eux autres. Donner des gens le temps. Parce que moi, je crois fortement dans notre langue commune et notre culture. Puis ça commence avec la langue. En order de profiter de notre culture québécoise, il faut, oui, c'est bien sûr, maîtriser un peu plus le français pour aller voir une pièce de théâtre, aller voir un spectacle de Au niveau comédie, la tout ça. culture, bien sûr. Exactement. Mais je pense attirer des gens pour dire c'est une positif, c'est une bonne chose, ça marche bien, on Mais peut le faire. lorsqu'on c'est coercitif, Quand c'est coercitif, ça c'est où? Et une chose pour la communauté de l'expression anglaise, et pour beaucoup des Québécois, c'est le moment quand on commence de restreindre des droits avec le clause non-obstant. Puis on commence un projet de loi de dire on va Clause suspendre vos non-obstant, droits ouais. dans la charte. Ouais. Puis on a un ministre responsable pour nos droits qui dit, bien, le charte Monsieur Jolin canadien, Barrette. exactement, le charte canadien a pas de, et c'est pas légitime sur le territoire du Québec. Ça, c'est sûr, ça lève parce que c'est une charte qui protège des droits des minorités en principe. Alors oui, c'est sûr, les anglophones disent, ben, c'est quoi ça? Pourquoi vous enlèvez ou suspendez mes droits pour passer quelque chose en place d'avoir une discussion sur comment on peut marcher ensemble? Alors oui, le Parti libéral a voté contre le projet de loi 96. On a certains éléments qu'on trouve qu'il faut modifier, comme les aspects qui touchent l'accès à la santé, des services sociaux, pour les anglophones et quand même pour certains allophones. Ça, c'est un élément qui est très important et un droit. Puis il y a plusieurs experts, c'est pas des politiciennes, des avocats, des experts dans le domaine qui qui disent... Skeet, qui est responsable, il est adjoint parlementaire auprès du premier ministre pour ce qui est des questions de linguistique, de langue anglaise. Et lui, il dit qu'il a fait le tour du Québec, il a parlé à tous les groupes des communautés anglophones. Est-ce que vous reconnaissez qu'il a vraiment fait ce travail ou il n'a pas parlé à tout le monde, là? Ben, moi, j'ai eu le plaisir, quand j'ai travaillé pour M. Couillard comme attaché politique, de faire la même tournée du Québec. Puis une chose qui Vous étiez revient... responsable même des Je n'étais pas un dossiers élu, mais j'étais d'intérim, responsable vous du même dossier, des puis le dossiers linguistiques, secrétariat. là. Oui. Puis Vous aviez travaillé avec Mme Ville aussi. c'est ça, Catherine Mme Ville, quand elle a été nommée ministre. Oui, voilà. Puis une préoccupation des anglophones partout sur le territoire du Québec, c'est l'accès à des services en santé, des services sociaux dans leur langue. Et c'est sûr, peut-être dans certains coins de Montréal, des gens sont plus bilingues. Okay, oui. Mais pour quelqu'un qui habite à Val-d'Or ou quand même dans le Gaspésie, des fois c'est un peu plus difficile parce qu'eux autres sont loin des grandes institutions, le CUSUM. Ils sont loin des centres, des institutions anglophones. Alors, eux autres ont une vraie crainte et comme je dis, c'était pas juste le Parti libéral qui a eu des préoccupations avec des sections qui touchent l'accès à des services en santé dans la langue anglaise. C'était des avocats, des experts, le Collège des médecins. Il y a plein de groupes qui ont sorti et dit, ben, on pense que ça va mettre des barrières ou ça va peut-être créer des confusions. Alors, la communauté a seulement demandé qu'on regarde ça, peut-être enlever ça de le projet de loi, avoir une bonne discussion, comme Lucien Bouchard l'a fait avec la communauté et quand même René Lévesque. Eux autres étaient des parlementaires qui ont eu des débats sur la linguistique, qui ont toujours consulté la communauté puis trouvé des terrains d'entente. Alors, le projet de loi a été adopté, on a voté contre, il y a des choses qu'on pense on peut modifier, il doit être modifié. Alors, on verra la suite, mais je sais que c'était un débat malheureusement qui était très divisif. Et c'est sûr que pour les anglophones ici, les gens me parlent souvent de le projet de loi et ils sont juste un petit peu déçus qu'on est rendu là puis on n'était pas capable d'avoir une discussion. Bien, pourquoi c'est pas sur la formation? Pourquoi c'est pas sur l'accès à des cours de français? Pourquoi c'est pas sur les investissements dans les ressources pour l'intégration et tout ça? Et je pense que ça, c'est où on a plus un terrain d'entente entre toutes les communautés. Mais une chose qui revient souvent dans mes discussions, c'est ces questions des droits. Les droits sont comme un pont entre les gens dans une société, dans les différentes communautés. Oui, tout le monde est égal devant la loi. Oui, c'est vrai. Et le moment qu'on enlève certains aspects pour certaines citoyennes ou pour toutes les citoyennes, on ferme ces ponts-là. Et ça, c'est pourquoi les chartes, et pas juste les chartes canadiennes, mais les chartes québécoises, on a utilisé la clause non-obstant contre notre propre charte qui était adoptée par des Québécois, des élus du Québec.
Et c'est la deuxième fois qu'on a fait ça. Alors, moi, je suis quelqu'un qui croit dans les chartes. Je crois que c'est important La primauté du droit, oui. et de protéger des minorités dans les sociétés est une base fondamentale pour une société démocratique qui fonctionne bien. Alors, ça, c'est la position du Parti libéral et j'explique un petit peu les discussions qu'on a eues autour de ça. Mais encore là, je dis qu'il y a toujours une place pour parler de comment on peut mieux parler notre langue commune, mieux enseigner ça. Et c'est là que je pense qu'aussi il faut avoir une discussion. Une discussion super. Ah ouais. Papa était ministre responsable des Affaires autochtones. Oui. Ouais. Oui. Aujourd'hui, toi, tu es porte-parole de l'opposition officielle en matière d'affaires autochtones également. On a la visite du pape, hein, Monsieur François, n'est-ce pas? Il vient en terre canadienne pour retisser des ponts, présenter certaines excuses, établir ce canal de communication qui mène à la réconciliation. Quelle est ta lecture de ce geste de l'Église catholique à l'égard de nos frères et sœurs des Premières Nations? Toi qui as quand même baigné dans cet environnement des affaires des Premières Nations, là, des affaires autochtones, j'aimerais t'entendre là-dessus. Moi, une partie, je vais laisser des leaders autochtones pour décider si la visite a vraiment répondu à leurs besoins. Je pense que ça, c'est primordial parce que le pape adresse eux autres. Alors, est-ce que c'était la bonne façon de le faire? Je vais laisser eux autres à juger après la visite. Une partie de moi, comme une citoyenne du Canada, dit, ben, finalement, vous rendre visite ici parce que c'était temps. Et c'était nécessaire pour le pape d'exprimer et adresser eux autres. Alors, ta réponse est assez claire, merci. Oui. C'est bien. En ce qui a trait, tu avais parlé de l'accès aux services. Est-ce que tu penses que le gouvernement en place, caquiste, a fait suffisamment, parce qu'on a vu les leaders des communautés autochtones quand même égratigner, écorcher le gouvernement en place fortement, entre autres en s'adressant à M. Yann Lapierre qui a dû faire une sortie par la suite. Est-ce que tu trouves que ce gouvernement en a fait assez pour offrir les services de la bonne façon aux frères et sœurs des Premières Nations? On n'a qu'à penser à Joyce et Chacoan, par exemple. On vous écoute. La réponse pour moi, c'est non. On a tout entendu, on a tout adopté une motion à l'Assemblée nationale de passer un projet de loi pour la sécurisation culturelle dans le système de santé pour les peuples autochtones et d'adopter le principe de Joyce, je pense, c'est important, qui dit que les Autochtones ont le droit d'avoir des services sans aucune discrimination dans le système de santé. Alors, je dis non. Je ne dis pas que M. Lafrenière n'a pas fait des efforts. Il a fait certains investissements. Oui, bien sûr. Nous avons tous travaillé sur le projet de loi Les enfants autochtones disparus ensemble, Manon Massé, Martin, Ouellette, puis on sent qu'il y a eu sur certains dossiers, il y a eu une collégialité quand même. Absolument. On peut pas faire je veux dire que M. Lafrenière a eu des appels avec nous ensemble pour parler des choses. Alors, je ne vais pas dire que M. Lafrenière n'était pas au travail, mais des fois, j'ai pensé qu'il n'y a pas vraiment eu la collaboration de ses collègues. Quand M. De son propre... oui, comme quand M. Roberge a fait un projet de loi, le ministre de l'Éducation a fait un projet de loi pour nommer un commissaire c'était pour la protection des élèves. Oui. Puis les Premières Nations et les Inuits ont demandé, mais est-ce qu'on peut avoir quelqu'un qui est nommé spécifiquement pour les Autochtones? Puis il a dit non. Alors il a dit, ben, est-ce que ça, c'est vraiment la réconciliation? Dans le gros chantier qui a été lancé par le ministre de la Santé, M. Dubé, pour la réforme du système de santé, un document énorme, le mot autochtone n'est quand même pas dans le document. Comment on peut refonder notre système de santé et changer des choses pour les peuples autochtones quand ils ne sont quand même pas dans le plan de base? Alors, des fois, je dis non, ils n'ont pas nécessairement eu. Et n'oubliez pas que le conseil, le ministre, le conseil exécutif, c'est où on trouve le secrétariat. Et la personne qui est vraiment responsable pour le MCE, comme on dit dans le jargon, oui, bien sûr. C'est le premier ministre du Québec. Et quand on parle d'une relation nation à nation, on ne dit pas de toujours déléguer ça, c'est d'avoir une leadership de le chef de notre nation oui, oui, avec les Premières Nations du Québec. Oui. Alors, je laisse ça comme ça. Mais, Alors, je laisse ça comme ça. Mais, je veux dire que M. Lafrenière n'a pas fait des efforts. Il a fait un projet de loi
c'est pas quelque chose qu'on va régler demain non plus. Puis le leadership autochtone comprend ça aussi, que oui, ça va prendre des années de faire des changements. C'est un processus. Là. Et moi, une chose que je trouve toujours... je trouvais mon mot ici. Des fois, moi, je dis, les Autochtones, le main est toujours là pour travailler ensemble. Quand même, après tout qu'on fait envers eux autres, ils sont toujours là pour essayer d'améliorer leur réalité et améliorer l'avenir pour leurs enfants. Et des fois, je trouve ça très impressionnant. Ils sont toujours là pour nous et sur notre côté, le côté du gouvernement, l'Assemblée nationale, on est toujours capable de faire mieux. Et ça prend une intention de tous les élus de faire plus. Tu sais, moi, je vais te le dire en face, monsieur le député. Je vais utiliser cette expression. Vous venez d'unir votre destinée à une grande personnalité du Québec, mais là, on comprend également pourquoi cette grande personnalité du Québec a uni sa destinée à la vôtre. Vous avez fait de brillantes études dans de grandes institutions canadiennes, mais là, on comprend votre capacité d'analyse, votre manière de dire les choses de manière très posée. Vous êtes ces politiciens, ce genre de politiciens de la nouvelle génération. Partisanerie, oui, mais faisons avancer la cause du Québec et assurons-nous qu'il n'y ait pas de discrimination. Puis on sent ça dans votre manière d'aborder les questions. Vraiment, chapeau de la part de Coconut Podcast. Oui. Écoutez, on va terminer sur ce dernier dossier qui est très d'actualité. Vous en êtes porte-parole en matière de l'opposition officielle en ce qui a trait à la cybersécurité et au numérique. On sait qu'il y a eu des brèches au niveau de la sécurité, ne serait-ce qu'à Desjardins, d'accord? Nous avons certains ministères qui sont par moments, on tente de se frayer un chemin, de créer des brèches dans la sécurité informatique de nos ministères. On vient de voir au niveau du numérique, les paiements par Interac. Il y a eu un bris de service énorme de Rogers dernièrement, il y a 2 semaines. Plusieurs citoyens se demandent est-ce que c'est vraiment une panne, est-ce que c'est peut-être des attaques venant de l'étranger. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale, vous qui êtes dans le secret un peu des hémicycles, qu'est en train de faire notre parti à l'opposition officielle pour s'assurer de faire bouger les choses en ce qui a trait à la sécurité, je dirais même sécurité publique du Québec. On aimerait vous entendre, monsieur le député, puisque ces dossiers, vous les connaissez davantage comparativement à nous, les simples petits citoyens. On aimerait vous entendre là-dessus parce qu'ils disent que pour les proches 2040, là, plusieurs attaques vont se perpétrer. Qu'avez-vous à nous expliquer, nous, citoyens qui ne savons pas grand-chose en cette matière? Bien sûr, et je vais commencer avec une attitude pas partisane. Je vais lever mon chapeau à le CAQ parce qu'ils ont créé un ministère responsable pour la cybersécurité, pour l'État. Alors, bravo aux autres, ils ont adopté un projet de loi. On a maintenant des ressources en place, une politique. C'est une bonne chose parce que, en réalité, avec la technologie, ça avance plus vite que les législateurs peuvent adopter des lois. C'est juste une réalité. Alors, pour la première fois, on a eu une étude des crédits avec le ministre Eric Kerr qui est responsable. Puis j'étais capable de poser des questions. J'ai quand même levé en chambre pour poser des questions. Et comme des citoyens du Québec, je ne suis pas un expert dans ce domaine-là. Mais une des premières choses que j'ai lues quand j'étais nommé critique, c'était des articles dans le Foreign Affairs qui commencent à dire comment l'Ouest n'est pas prêt pour une cyber-guerre, une cyber-attaque qui vient d'un pays comme la Chine ou maintenant la Russie. Alors, soudainement, ça est devenu une réalité, une préoccupation pour les citoyens qui dit, ben, qu'est-ce qui se passe? J'ai Vladimir Poutine puis son gang qui dit, on va lancer des cyberattaques, c'est une menace qu'on lance. Puis on sait qu'ils ont des capacités parce qu'ils ont déjà fait dans le passé
Ils ont attaqué des institutions en Ukraine avant la guerre, qui a créé une brèche partout en Europe. Alors, la menace, c'est réel. Alors, j'ai posé des questions à la ministre si jamais il y a une attaque contre Hydro-Québec, si jamais il y a une attaque contre des sociétés d'État. Puis elle a répondu et je dis, on verra. Il y a beaucoup de choses, c'est sûr que le GRC, Sécurité Québec travaille. Il ne peut pas dire tout à la population parce que il faut dire la protection a marché. Mais on ne peut pas nécessairement dire publiquement que la protection a marché. Mais elle dit, en guillemets, il suit la situation de près. Et Québec est vraiment un leader avec le projet de loi et le ministère parce que les autres provinces ne sont pas rendues là. Alors j'espère que la prochaine étape, c'est peut-être une conférence, peut-être c'est faite ici au Québec avec des autres acteurs du domaine pour bien discuter comment on peut travailler ensemble, partager de l'information, partager de l'expertise. Ça, c'est une façon, je pense, qu'on peut tout travailler ensemble pour la sécurité des citoyennes. Mais c'est sûr que c'est un dossier qui va continuer d'évoluer dans les prochains mois et années. Mais c'est sûr, avec les brèches des jardins et tout ça, on a aussi rendu dans le secteur privé. Et comment le gouvernement peut s'assurer que le secteur privé prend ça au sérieux? Et je ne dis pas qu'ils vont parce que les données personnelles et tout ça, écoute, là, c'est important pour les gens. Mais c'est sûr que le gouvernement doit suivre ça de près pour s'assurer qu'on protège des données des citoyennes qui sont très, très importantes. Et maintenant, parce qu'on sait, on a un adversaire qui est maintenant féroce. Féroce. Mais nommez-nous comme un adversaire. Alors, il faut prendre ça au sérieux parce que c'est un pays avec des capacités. Alors, ça, c'est la réponse à la question. Super. Et on verra la suite des choses. Pour terminer, vous avez une chef au Parti libéral, mais alors là, qui se démène comme pas possible. On la voit faire le tour des régions du Québec. Écoutez, Coconut Podcast, on en a fait du kilométrage, là. Mais là, j'ai envie de vous dire que le bureau de la chef de l'opposition officielle, Mme Dominique Anglade, il devrait commencer à additionner le kilométrage. Il y en a beaucoup, pas mal. On aimerait que vous lui promulguiez les bons mots qui sont les vôtres, parce qu'elle fait tout un travail. Malgré par moments, ça peut être plus difficile, mais on la sent présente, allant de l'avant vers les Québécoises et Québécois. Et pour terminer, on aimerait également que vous partagiez avec le reste de la nation les attraits touristiques qu'on a à faire dans l'ouest de l'île. Parce que je vous le dis, messieurs, dames, l'ouest de l'île, c'est du sérieux, là. Donc, voilà, tes bons mots pour ta chef et par la suite, les attraits touristiques et tes remerciements pour terminer. Bien, une chose que je vais dire de Dominique, elle travaille tellement fort. C'est la première personne au bureau et la dernière personne à quitter. À l'Assemblée nationale, c'est incroyable. L'énergie de Dominique, et c'est un atout. Elle travaille très fort, mais aussi, ça donne l'énergie d'être partout sur le terrain. Et depuis que Dominique a décidé de se lancer pour la course à la chefferie, jusqu'à maintenant qu'elle est chef, elle est partout au Québec, elle est prête à jaser avec les gens sur le terrain. Et ça prend ça dans l'opposition. Est-ce qu'elle passe dans le West Island aussi? Oui. On a fait des activités ici dans le West Island. Elle a été ici pour mon collègue et voisin de Monsef de Ragy, qui est le député de Nelligan. Elle était là pour l'investiture de Monsef, où on a eu une grosse foule. Puis, alors, oui, elle vient au West Island, certainement. Mais ça prend pour gagner, c'est d'être sur le terrain. C'est pas des batailles de Twitter ni des posts sur Facebook qui vont gagner des élections. Il faut vraiment être sur le terrain et jaser avec les citoyennes dans tous les coins du Québec. Et ça, c'est pourquoi je suis fier d'être un membre du Parti libéral du Québec. C'est parce qu'on est un parti qui présente des candidats dans tous les comtés du Québec. On est présent. Il y a des libéraux partout au Québec. Et c'est pourquoi j'adore ça. Je suis capable de discuter avec des gens des Îles-de-Madeleine, le Val-d'Or, juste l'Estrie. Il y a des Québécois de partout à nos congrès. Et moi, j'adore ça, discuter avec des gens qui ont les mêmes idées. La volonté d'avancer, de faire avancer le Québec à ta façon. Alors, c'est bon, ça. Et maintenant, pour les attraits touristiques. Les attraits touristiques. Bien, je sais que tu as déjà visité l'écomusée à Sainte-Anne-de-Bellevue. Un bijou. Bijou. Pour les enfants et quand même pour les adultes, c'est vraiment cool. Puis on a le REM là, qui se rend là, un jour. Oui. Il y a aussi, juste à côté, pas loin, un musée d'aviation avec des petits modèles des avions. Alors ça, c'est pour les enfants, c'est cool. Mais je vais ajouter
dans le West Island de Montréal et dans mon comté de Jacques-Cartier, il y a des petits villages comme le village Pointe-Claire, le village Beaurepaire, le village de Sainte-Anne-de-Bellevue. Il y a des restaurants formidables. À Sainte-Ville, ça a l'air qu'il y a des restaurants, ça accroche, là. Oui, c'est juste sur la rue là, la rue principale, Sainte-Anne-de-Bellevue, là, il y a des, comme je dis, il y a des restaurants, il y a aussi des places pour chercher une crème glacée pour marcher sur le bord du lac. Alors, si jamais des gens veulent venir ici, et pour des gens qui font du vélo, on a une piste cyclable juste ici. Alors, quand même, quelqu'un est au Des centre-ville. arbres matures, là, on se croirait Prendre le presque à chemin jusqu'au Vancouver, là. Oui, prendre le chemin qui va juste sur tout le bord c'est Du une lac chose qui est très Saint-Louis. bien faite sur le bord de lac Saint-Louis qui part de centre-ville, ça termine jusqu'au au Sainte-Anne-de-Bellevue, mais les gens sont capables de continuer avec oui. Mais ça c'est une chose pour les gens qui aiment de faire du vélo. Il y a des options à faire. Le golf, on a un golf presque ancestral, là, et qui est à Pointe-Claire, mais qui s'appelle Beaconsfield. Oui, ça c'est un des meilleurs terrains du golf au Québec. Puis il y a aussi une petite 9 trous à Senneville, qui c'est une des terrains du golf en Amérique du Nord qui a le design original toujours en place. Alors, il y a deux petites places pour jouer du golf ici, mais aussi quand même, juste pour les familles, il y a des parcs qui sont très impressionnants. On peut faire du bateau également. Faire du bateau, faire du kayak, faire de paddleboarding. Il y a plein des options et quand même, comme je dis, juste le village de Pointe-Claire, crème glacée, il y a des petites boutiques, des entrepreneurs indépendants. Qu'on a bu Victor café chez Rose, Victor. oui. Il y a des concerts de musique à Studio 77. Le Alors, 15C quartier, Café Victor. Victor Rose, c'est Victor formidable. Rose, Je fais un incroyable. plug pour mes amis. Wild Willie's pour le crème glacée. Yield Orchard Pub. Si tu veux une pizza, Gigi's. Ce qui est intéressant, il y a plein des options. Les gens te reçoivent. C'est pour ça que je tiens à le dire. Les gens te reçoivent dans les deux langues. Absolument. Et lorsqu'ils sentent que tu es peut-être plus francophone, tout de suite, la personne s'adapte et se met plus qu'au juste bonjour. Puis elle te sert en français également. Ça, j'ai comme trouvé ça assez cool. Malgré que moi, j'essaie de pratiquer mon anglais, là, tu sais. Donc, non, et c'est sûr. Et une petite aussi fait que j'aime. Des fois, les gens disent, ben le West Island, c'est attaqué dans l'espace politique. Mais sur les 3 derniers premiers ministres du Québec, 2 à habiter dans le West Isle de Montréal. France Legault était née à Sainte-Anne-de-Bellevue. Ah ben! Puis la première femme premier ministre du Québec, Madame Pauline Marois, a résidé à Île-Bizarre, qui est Pierrefonds, qui est dans le West Island. Alors, hey, on n'est pas pire, là. Tu donnes des données intéressantes. Jack Layton, l'ancien leader de la partie PD. M. Birch, M. Mulcair qui vient de mais coin, même là, dans le monde sportif, là, le directeur général du Canadien de Montréal. Kent Hughes. Kent Hughes aussi. Ses parents habitent pas loin de mes parents à Beaconsfield. Mike Matheson qui vient de revient. Oui! En qui plus, parle français. Le défenseur. Et a quitté le Québec pour environ 10 ans. Puis ils sont français quand même. La famille Matheson, c'est une famille formidable qui habite juste par loin d'ici. Alors, hey. Puis on a plein des joueurs. Mark-Edouard Vlasic vient de l'West Island. Hey, écoute, on va en profiter. Les 15 dernières secondes sont les tiennes, monsieur le député. On va même rendre ça officiel. Vous vous adressez à vos commettants, commettantes. Vous choisissez la caméra que vous voulez, celle-ci ou celle-là. Écoutez, on est venu avec l'armada de nos caméras aujourd'hui pour l'entrevue avec vous. Les 30 dernières secondes, 15 dernières secondes, vous vous adressez à vos commettants, commettantes. Pourquoi ils devraient vous redonner leur confiance pour les 4 prochaines années? Allez-y, monsieur Kelly. Bien, mes citoyennes, je ne prends absolument rien pour acquis dans le comté de Jacques-Cartier. Je vais travailler pour vous. Je suis quelqu'un qui est toujours présent sur le terrain, prêt à répondre à vos questions. Puis aussi, juste pas répondre à vos questions, mais prendre vos préoccupations à Québec pour faire des changements pour vous et pour tout le monde dans le West Isle de Montréal. C'est vraiment un plaisir et un honneur d'être le député de Jacques-Cartier. Et si je peux continuer de représenter vous à Québec, ça va tout un honneur. Et je vais travailler très, très fort dans les prochaines semaines de gagner et de garder votre confiance. Écoutez, Grégory Kelly, nous autres, on commençait à se sentir mal à Coconut Podcast. On avait reçu votre femme 3 fois à l'émission et on n'avait pas encore reçu, mais une personnalité venant d'une des familles fortement connues du West Island. On se sentait mal, puis là, on vous a croisé à Québec, puis on avait déjà dit à madame que cet été, on s'en va dans Jacques-Cartier. Alors, chose dite fut faite. Écoutez, toute une entrevue. Vous représentez
ce politicien de la nouvelle génération, travaillant de concert avec les autres élus de familles politiques différentes afin d'assurer au Québec un développement, une croissance et un vivre ensemble comme on l'a toujours souhaité et que nos ancêtres, vos ancêtres qui ont aidé à fonder l'ouest de l'île, ben, mes parents qui sont arrivés par après, qu'on s'assure d'avoir le Québec qu'on a toujours voulu. Écoutez, nous autres, à Coconut Podcast, on s'est promené, on est allé à la rencontre de nos frères et sœurs des Premières Nations et on s'est rendu partout. Puis là, dans la région métropolitaine de Montréal, nos frères et sœurs des Premières Nations, ils nous disent « Niawen », qui veut dire « merci ». Puis notre merci, I'm about to say it in English too. Thank you very much because you are quite a human being. Honestly, I've been traveling all over Quebec and they're fortunate to have you in Jacques-Cartier. Megawitch, thank you, merci. Yeah, il me l'a dit en algonquin. Oh ben, messieurs, dames. Alors, merci, Greg. Merci. Messieurs, dames, oui, nous étions vraiment, là, je suis content, toute une entrevue. Nous étions avec, oui, le porte-parole de l'opposition officielle en matière d'affaires autochtones, mais également s'occupant des questions de cybersécurité et du numérique. Vraiment, là, plusieurs dossiers, puis il est toujours à l'affût de ce qui se passe en ce qui a trait aux droits des communautés anglophones du Québec. Alors, vraiment, le député de Jacques-Cartier, c'est du sérieux, puis il vient d'unir sa destinée à une autre pointure du Québec, Marois Risky. On leur a demandé c'était quoi le nom du petit ou de la petite qui s'en vient. Bof, on nous a donné des noms, Julia, Georges, Georgette. Alors là, on va rester à l'affût pour savoir quel sera le nom de peut-être la prochaine ou le prochain député de Saint-Laurent ou de Jacques-Cartier dans 20-25 ans. Messieurs, dames, nous étions, oui, à Coconut Podcast sur la route, dans la magnifique région du West Island. Le déplacement en vaut le coup. Sur ce, comme à l'accoutumée, je vous dis, on se voit pour un prochain épisode. Sur ce, Niawen, merci, au revoir!